Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir à tous, je suis bien contente de vous retrouver pour une nouvelle édition de C'est excellent, votre émission, celle qui crée le lien. À retrouver tous les dimanches à 19h et non à 20h, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Sud Radio. Dans cette émission, j'aime à donner la parole aux créateurs qui font l'excellence française, tous bords confondus, de la musique au savoir-faire, à la littérature, aux médias ou à l'entrepreneuriat. Ce qui compte, c'est le chemin qu'ils se tracent par la force de leur volonté et, pourrait-on dire, de leurs croyances. Ce soir, je reçois pour vous une femme dont le visage est connu des millions de Français qui ont regardé le JT et tant d'autres émissions du service public pendant des années. Une productrice, animatrice et maintenant également réalisatrice. Une consoeur dont le parcours raconte son implication. Oui, c'est bien Marie Drucker qui vient nous raconter tout cela et plus encore en studio et en direct. En seconde partie de votre émission, ne ratez pas le destin pas comme les autres d'un dirigeant visionnaire. Un dirigeant qui a su réinventer la joaillerie pour la rendre accessible à tous. Le premier joaillier à avoir fait de la pub dans le métro parisien. Et il s'agit de Alain Neymarck, le président directeur général de Mauboussin. J'aurai aussi le plaisir de recevoir pour la chronique stratégie notre partenaire Maxime Ayache, le fondateur du groupe Domia, pour Acadomia, Nos Aînés et Shiva, donc, qui vient nous raconter ce que ça veut dire d'entreprendre aujourd'hui et nous dire ses perspectives pour l'année à venir. Et puis il y aura quelques nouvelles du match de rugby en cours de la deuxième mi-temps Bayonne-Castres avec mon réalisateur Quentin Cabanis qui prendra le micro au fil de cette émission. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Marie Drucker et bienvenue sur Sud Radio. Il faut ouvrir votre micro, Marie. Ah, il n'était pas ouvert, c'est pas de votre faute. Je ne peux pas tout faire. Non. Être couteau suisse, femme orchestre. Donc je disais, vous êtes Judith Belair, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue Marie Drucker. Alors on va parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à devenir vous-même. On est là pour ça, mais je vais tout de même commencer par vous poser une question qui reste très actuelle. Vous avez posté plusieurs fois sur les réseaux sociaux autour de l'entrave à la liberté d'informer face à la demande de contrôle de l'État, de certains des contenus de la presse française. Sur les images, notamment de policiers filmés. Je fais référence aussi, évidemment, entre autres, à l'article 24 sur la loi de sécurité globale et à la crise qu'on vit actuellement. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression et la liberté de la presse est en danger en 2021 en France ? Je vais vous faire une réponse, j'allais dire, plus globale et plus citoyenne. Parce que moi, j'ai été journaliste pendant 23 ans au moins. Voilà, je suis plus journaliste maintenant. Je suis, comme vous l'avez très gentiment souligné, je suis animatrice, réalisatrice, productrice. Je suis entrepreneur, parce que j'ai une société de production maintenant depuis 4 ans et demi. Je pense qu'il est absolument indispensable pour les journalistes de pouvoir, dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire où il y a la liberté d'expression, les droits de l'homme, une démocratie solide, normalement, de pouvoir informer correctement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, c'est pour ça que je vous fais un propos global, il faut pouvoir continuer à aller sur le terrain, quel que soit ce terrain, c'est-à-dire la porte à côté ou l'autre bout du monde, pour que les médias puissent informer eux-mêmes et rendre compte eux-mêmes, évidemment, en toute liberté de ce qui se passe partout. Voilà. Oui, bien sûr. Et vous trouvez donc que cette liberté, elle est mise à mal en ce moment ? En tout cas, il ne faudrait pas qu'elle le soit. Et moi, j'ai pris beaucoup plus de recul et de distance maintenant, parce que moi, maintenant, mon temps quotidien, c'est le temps long, c'est plus du tout le temps de l'actualité. Documentaire, etc. Mais évidemment, je suis de toute façon solidaire de tous les journalistes ou de toutes les rédactions qui se sentent, je ne vais pas dire en danger, mais en tout cas entravés. Voilà, donc c'est capital, oui, bien sûr. D'accord. Alors, les sujets que vous choisissez en général, ils sont résolument engagés, clairement, Marie Drucker. D'ailleurs, depuis que vous produisez ou que vous réalisez avec votre boîte de prod dont vous parlez, vous êtes devenu entrepreneur, No School Production, que vous avez fondé en 2016, c'est ça. Vous traitez beaucoup des sujets de société. Donc, par exemple, l'enfance. Vous avez produit un documentaire qui s'appelle Le courage de grandir sur la précocité. Vous avez la cause féminine, qui est importante pour vous aussi. Il y a Détenue, Regard de femme, que vous produisez pas, mais qui fait partie des choses que vous traitez. Il y a les atrocités du 13 novembre 2015. Et puis, il y a votre documentaire sur Nicholas Winton, l'homme qui sauva 699 enfants juifs hongrois de la déportation, hongrois, et qui va passer le 26 février prochain à 21h05 sur RMC Découverte. Est-ce qu'il faut raconter le courage, Marie Drucker, pour aider l'humanité ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous choisissez ces sujets ? J'adore cette question. Voilà. J'aime bien quand vous dites engagé, parce que c'est un mot qui peut être un peu galvaudé, ce qui est vrai, je m'en rends compte depuis... alors moi, je réalise des documentaires depuis 2011 et j'en produis vraiment depuis 2016, exclusivement des documentaires de société et d'histoire. Il s'agit de raconter le monde, dans une démarche humaniste. Les hommes et les femmes sont toujours au centre du travail documentaire, celui que je produis ou celui que je conçois moi-même.
Et puis, oui, je suis très sensible aux sujets qui touchent à l'enfance, la liberté, la construction de chacun. Évidemment, le documentaire, qui est un exercice totalement différent du reportage, sans se opposer l'un à l'autre, mais qui est un temps long, qui est un temps du point de vue, un temps de l'intimité, évidemment, forcément aussi. Il raconte ce que je suis, je pense. C'est ça, il vous touche personnellement, ces sujets ? Mais oui, parce que... la liberté est un sujet, déjà la mienne, un sujet important pour moi. Ce qui fait, je suis toujours très intéressée par ce qui fait qu'on peut avoir le ressort de se construire d'une manière ou d'une autre. Je pense que, moi, je considère comme ça que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont donné le ressort de pouvoir la résilience. Oui, et puis, je veux dire, on a tous notre lot de difficultés, de chagrins, bon. Mais donc c'est très important pour moi, et ça rejoint ce qu'on disait sur la liberté d'expression, de donner les moyens à des réalisateurs et des auteurs de pouvoir s'exprimer en images. Et puis, moi, d'avoir aussi ma liberté d'aller vers ces sujets-là. Alors, vous avez pas mal traité aussi des sujets autour de l'Holocauste, donc des sujets historiques. Puis vous avez aussi fait un reportage, un documentaire sur Aznavour, hein, c'est ça que j'ai vu. Pareil, on a envie de savoir pourquoi Aznavour, pourquoi l'Holocauste. Est-ce que c'est justement dans l'idée de transmettre des idées ou des qu'est-ce que vous avez cherché à transmettre à votre public finalement? Alors, Aznavour, c'était mon deuxième ou troisième film, je sais plus, deuxième. Vous l'avez écrit aussi? Oui, je l'ai écrit, je l'ai réalisé pour France 2, et j'étais totalement fascinée en fait par ce parcours qui rejoint au fond, qui n'est pas la même histoire, mais qui rejoint aussi le parcour de mes grands-parents qui se sont battus pour être français, qui ont beaucoup voyagé, souffert, mais avec à un moment, malgré tout, une lumière au bout du chemin. J'étais assez fascinée, encore une fois, parce que c'était un peu mon angle, par l'enfance d'Aznavour, qui a été une enfance quand même empreinte de douleur et de difficultés. Et puis, tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale, là, en ce moment, on est en production, donc Nicolas Swinton, comme vous le disiez, qui passera le 26, qui est un film de Frédéric Tonnelly que j'ai produit avec Upside Télévision et qui passera donc sur RMC. En prime time, je le dis parce que c'est un film d'histoire sur l'histoire de cet homme qui a eu une vision, qui était banquier à la City et qui a eu une vision en 38-39. Il s'est dit ça va très mal tourner et qui, dans la discrétion la plus totale, puisque ça a été révélé au grand public en 1988, a sauvé 669. Anglaise, hein. Voilà, c'est-à-dire que tout à coup il est invité à la BBC parce que sa femme a retrouvé les documents. Sa femme le savait pas. Ah d'accord. Sa femme a trouvé son journal dans leur grenier. Ah ouais, c'est incroyable. Et en 88, il est invité à la BBC, etc. Puis tout à coup, on lui dit, voilà, tous les gens qui sont autour de vous sont les enfants que vous avez sauvés dans le public. Donc il y a beaucoup d'émotions. Mais oui, c'est un engagement. Oui, c'est un travail qui participe au devoir de mémoire. Ça, c'est évident. Quand j'entends parfois, ça me fait hurler des gens qui disent encore des films sur la Shoah, etc. Ah bah oui, encore et toujours des films sur la Shoah, encore et toujours des films sur l'esclavage, sur évidemment, puisque pour que la mémoire reste vive. Bien sûr, moi j'ai un enfant de 6 ans, je me dis, il faut absolument être, même si les fruits se nourrissent de l'arbre qui les porte, il faut quand même ce travail documentaire. Pour moi, il est très très marqué par ça, par cet engagement de transmettre la mémoire, quel que soit le sujet. Et puis c'est un courage aussi de choisir des sujets comme ça qui sont pas forcément des sujets faciles et qui vont pas forcément non plus plaire à un public hyper large. Oui, alors c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les chaînes d'histoire, par exemple. Là, j'ai d'autres projets avec la chaîne Histoire TV sur la résistance. C'est intéressant parce que c'est aussi, moi je découvre depuis 4 ans ce que c'est que d'être dans la peau du producteur face au diffuseur. Eh bien, ce sont toutes les chaînes avec lesquelles on travaille, que ce soit le groupe France Télévisions ou ces chaînes de la TNT ou sont des, j'allais dire, nous accompagnent finalement de façon formidable, parce que c'est un engagement pour eux aussi. Tout à coup, c'est un pari pour RMC de se dire tiens, on va faire un film en prime time sur. Alors évidemment, on l'a traité de façon très grand public. On est très fiers de ce film. Et il faut la démocratiser, l'information, pour qu'elle touche tout le monde. En fait, je me suis souvent rendu compte, quand on pouvait encore voyager, souvent mon réflexe dans les hôtels ou chez des gens, tout simplement, c'était d'allumer la télévision. Et je me disais, mais quelle chance on a une télévision qui est tellement riche, par rapport tellement à ce que vous avez libre. vu à l'international, Mais oui, bien sûr, avec quand même, au fond, tellement de moyens, tellement d'espace. Sur le service public, sur France Télévisions, vous pouvez faire de l'information, de la politique, du sport, de la fiction originale, du documentaire, du reportage, de l'investigation, etc. Alors, moi, franchement, je suis pas lassée de ça. Ça fait 26 ans ou 27 ans que je fais ce métier et tous les jours je me dis mais mon Dieu, quelle chance nous avons. Et c'est cette chance et cette liberté et ces moyens
Il faut préserver, parce que informer, ça coûte cher, faire des films, ça coûte cher. Voilà. Et alors, assez rapidement, vous êtes aussi animatrice d'Infrarouge, qui passe tous les mardis soirs en deuxième partie de soirée sur France 2. Ça, pareil, c'est un choix vous êtes allé les chercher ou ils vous ont appelé parce qu'on vous appelle pour traiter ce genre de sujet en particulier? On est encore sur des sujets de société. Oui, alors c'est le magazine documentaire de France 2. En fait, moi, j'ai quitté la rédaction, j'ai arrêté d'être journaliste. En fait, j'ai changé de vie, changé de métier, il y a 4 ans. Et puis, cette émission existe depuis très longtemps. Elle n'était pas incarnée, comme on dit, il n'y avait pas de présentateur. Et on m'a dit, tiens, est-ce que finalement, on aimerait qu'elle soit présentée par quelqu'un légitime sur le sujet, et puis que les films soient suivis d'un débat après. Voilà. Donc, on a instauré ça il y a 4 ans, et ça marche très fort. Et c'est une case formidable, parce que je vois ça encore une fois comme ça. C'est un lieu d'expression pour les auteurs, pour les réalisateurs. Puis c'est une fenêtre sur le monde. Voilà, bien sûr. Merci Marie Drucker. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai, en compagnie de la productrice et animatrice engagée Marie Drucker. Où est-ce qu'on en est, Quentin Cabanis, du match de rugby Bayonne-Castres? C'est la rencontre qu'on suit ensemble en fil rouge sur Sud Radio, évidemment, avec la seconde période de cette rencontre, qui est une rencontre en retard pour le compte de la 12e journée. Et Cyril Masson, notre journaliste, est en direct du stade Pierre Fabre pour nous faire vivre cette rencontre avec des points tous les quarts d'heure. Alors Cyril, on s'était quitté à la mi-temps avec le Castres Olympique devant. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Quentin, on joue depuis 7 minutes en seconde période. Le Castres Olympique qui mène 24-7. Pas de points marqués dans cette deuxième période. Les Castrés qui continuent leur domination dans cette partie en acculant les joueurs basques dans leur camp. Voilà, donc le Castres Olympique est toujours devant, Judith. Et on Ça fait vous un point plaît, dans un Quentin, petit quart d'heure. Vous êtes content ? Je suis toujours content, moi. C'est excellent sur Sud Radio. Ne bougez pas, on revient. À tout. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Il est 19h15 sur Sud Radio et c'est excellent, en compagnie de la réalisatrice, productrice et animatrice Marie Drucker, qui sera bientôt accompagnée par le président, directeur général stratégique, je tiens à le dire, de Mauboussin, monsieur Alain Neymarck. Et juste avant de le rejoindre, en Bulle Stratégie, on recevra Maxime Ayache, le fondateur du groupe Domia, à l'origine de Academia, Nos Aînés et Shiva, pour une chronique sur l'entrepreneuriat et ses perspectives en 2021. Mais tout de suite, on continue avec Marie Drucker. Marie Drucker, on le sait, vous avez grandi dans une famille connue du PAF. Il y a votre oncle célèbre, Michel Drucker, et votre papa, Jean Drucker, qui était un grand dirigeant de chaîne. Est-ce que c'était une évidence incontournable de faire de la télé chez vous des petites et passer par le journalisme? Est-ce que c'était une manière de créer votre originalité à vous finalement? Parce que votre Michel Drucker, c'est un présentateur, votre papa, il était dirigeant, donc c'était continuer le chemin, mais en créant votre originalité quand même, c'est ça l'histoire? Alors en tout cas, je ne l'ai pas pensé comme ça. Ce que je sais, c'est que... je pense à mon voisin de droite. Moi, j'étais totalement réfractaire au système scolaire. J'ai l'impression que tout ce que j'apprenais, je l'apprenais en dehors. Voilà, et que là-bas, j'allais simplement pour m'ennuyer. Et socialement, c'était très agréable parce que j'ai des amis et on s'amusait bien. Mais bon, donc j'ai eu un parcours assez pénible pour moi, mais pas tellement. Il y avait de la lumière au bout aussi. Oui, mais voilà, parce que pas tellement rebelle, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas tordu le bras, qui ont compris qui j'étais et qui m'ont, parce que j'ai une chance folle, qui m'ont donné accès et le goût de la culture. Donc la musique, le cinéma, la littérature et la lecture des journaux. Alors mon père m'a appris à lire le journal. Il me disait, j'avais 13-14 ans, il me disait tu commences par la fin parce que c'est le sport, la culture, etc. À ton âge c'est plus simple. Voilà, donc je continue à lire les journaux par la fin, toujours. D'accord, je vais essayer. Toujours, depuis toujours. Et en fait, ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire que j'y ai vu, je pense, c'est mon analyse maintenant, mais j'y ai vu une façon de satisfaire mon immense curiosité pour tout, pour les hommes, les femmes, les situations. Bon journaliste, il faut être très curieux. Voilà. Donc je me disais, mais c'est extraordinaire. En fait, on se pose des questions, on va chercher soi-même les réponses. Quand j'étais très jeune, c'était un peu comme ça que je le voyais. Et finalement, aujourd'hui, ça trouve son aboutissement différemment. Mais j'ai quand même exercé ce métier pendant 23 ans, et en presse écrite, radio, télévision. Et je n'ai pas cherché à me démarquer ni quoi que ce soit. Le milieu que vous avez bercé vous a pas influencé quand même, peut-être inconsciemment? J'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. Donc en fait, je crois que j'ai même pas eu le temps de me poser la question. Finalement, j'ai commencé des stages. C'était une autre époque. C'était une époque où... C'était comment, quand vous avez commencé? C'était une époque déjà où tous les talents
toutes les personnalités, tous les parcours étaient les bienvenus. Voilà. Aujourd'hui, quand on n'a pas fait d'école de journalisme, c'est quand même très compliqué d'intégrer une grande rédaction. La concurrence est très rude. Voilà. Je trouve que malheureusement... Vous avez fait une école de journalisme? J'ai rien fait du tout. Non, voilà, j'ai rien fait du tout. J'aurais bien aimé avoir Academia sous la main à l'époque. Parce que pas trop tard. Non, mais non, puis je pense en plus qu'il faut une très grande maturité pour comprendre dès le collège et le lycée ce qu'on peut en retirer, comment rentrer dans le moule, etc. Moi, j'étais pas du tout comme ça. Aujourd'hui, je sais que c'est ma force. Alors, j'ai aucun regret, puis ça m'a pas tellement traumatisé. Mais non, c'était pas. Non, je voulais travailler très tôt, en fait. C'est un chemin que vous vous êtes créé avec la force de la volonté, puisque vous n'avez pas fait d'études, etc. Et finalement, c'est devenu une évidence au fur et à mesure du chemin, ou c'était... oui. Et puis, je pense que j'ai été guidée par... ça encore, c'était très inconscient, je pense, à l'époque, mais avec c'est pas compliqué. J'étais une élève à l'école, alors réfractaire au système. Oui. J'en connais d'autres. Paresseuse pour tout ce qui touchait justement au côté très scolaire, pas du tout dans le moule et tout. Et le jour où j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans, je suis devenue un monstre de travail, extrêmement bon soldat, passionné. Enfin, je suis devenue j'ai eu un rapport au travail qui est devenu l'inverse de ce qu'il était à l'école. Voilà. Donc finalement, on devient excellent quand on est passionné, Marie Drucker? Je pense, et puis quand on peut être un peu plus soi-même. C'est très compliqué d'être soi-même quand même dans le système scolaire. Je ne sais pas à quoi il ressemble aujourd'hui. Mon fils est petit encore, mais c'est ce que j'avais exploré dans le courage de grandir. C'est-à-dire que quand il y a le fameux moule, entre guillemets, quand vous n'êtes pas dedans et que vous n'êtes pas capable de vous y conformer, quitte à être différent à l'extérieur, c'est très compliqué. Je pense que le système n'est pas un système qui est... moi, je milite depuis. Je milite toute seule dans ma chambre, mais pour quelques documentaires aussi, une réforme quand même profonde du système tel qu'il est chez nous. Ouais. Et qu'est-ce que c'est un excellent reportage ou un excellent documentaire pour vous? Un bon documentaire, je pense que c'est un bon sujet, c'est un bon angle et c'est un point de vue, point de vue très fort de son auteur et de son réalisateur. C'est quelque chose qui part du ventre, voilà, et après la tête. Du ventre et du cœur, et après la tête se met au service du cœur et du ventre pour faire advenir le récit, la narration. J'aime bien votre sourire, ça vous dit quelque chose, tout ça me parle. Alors, juste avant de retrouver Maxime Ayache, et c'est aussi pour ça que on va se faire un tout petit plaisir très rapide là. J'étais obligée, Marie Drucker, ça m'a fait sourire. C'est un extrait de Big Bisou, c'est une chanson de Carlos dans le clip duquel vous dansez en 1993. J'en ai fait 3 même, je crois. Oui, c'est ça. Puis il y a une chanson que vous avez chantée avec lui. Ah non. Non, vous avez fait que danser dans ses clips. C'est déjà pas mal. Et alors, comment vous l'avez rencontré? C'était au sein de votre sérail familial? Mais je suis, et c'est totalement sincère, j'assume à 2000%, je suis incapable de vous dire. J'avais 18 ans, quelque chose comme ça, mais complètement. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvée là-dedans. Et en même temps, je trouve que c'était un sacré personnage. Très particulier. Et j'étais très très heureuse de l'avoir et il était comment alors, Carlos? Très sympathique. Complètement névrosé ou pas? Il paraît qu'avec une franchement, alors, je vais vous dire, j'ai passé une journée de tournage pour faire de la figuration. Je peux même pas dire que j'ai bien connu Carlos. Mais c'était une expérience amusante. Donc, je suis très aventureuse. Donc, de toute façon... Ça aussi, c'est un petit secret pour être excellent. Hein. En tout cas, je préfère largement avoir des remords que des regrets. Je préfère rentrer dans le mur plutôt que de ne pas vivre les choses. Merci Marie Drucker pour ces petites confidences. On rejoint Maxime Ayache pour sa chronique sur l'entrepreneuriat et ses perspectives en 2021. C'est parti. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, 19h-20h, Judith Belair. Sud Radio 7 Excellent, le talent, la stratégie de la semaine. Bonsoir Maxime Ayache et bienvenue dans cet excellent. Bonsoir Judith Belair. Alors je le rappelle pour nos auditeurs, vous avez fondé Academia, Nos Aînés et Shiva qui constituent le groupe Domia. Academia c'est du soutien scolaire, Nos Aînés c'est de l'accompagnement de personnes âgées et Shiva c'est de l'excellence du ménage. Et aujourd'hui vous avez souhaité nous raconter ce que ça implique d'entreprendre en 2021 en vous appuyant sur Shiva, votre entreprise qui propose donc des services de ménage aux particuliers et aux professionnels.
Alors, 2021, ça vous a pas échappé, est une année un petit peu particulière. Oui. Mais je pense que la vie continue. Oui. Je pense que l'entrepreneuriat est une bonne façon de se renouveler et de continuer à avoir le sourire. Bien sûr. En fait, j'entendais Marie Drucker qui disait « Tiens, la vie, ça part des tripes, ça part de la tête et du cœur. » Je crois que peut-être pas dans cet ordre-là. Ben, dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Ouais. En fait, on a envie de croire, on a envie d'innover, on a envie... En fait, on a envie de rêver. Et je crois que dans l'entrepreneuriat, et c'est ce que nous avons la chance de pouvoir faire avec notre enseigne Shiva, c'est tout ce qu'on peut faire. On a un marché, on a des bons produits, on a des bonnes prestations. Lorsqu'on le fait bien, on a des clients qui sont contents. Et je crois que c'est beaucoup de satisfaction. Et puis, comme dans toute activité qui se développe, qui se crée, eh bien, il faut qu'on puisse avoir des modèles économiques qui soient pertinents, ce qui est le cas chez nous. Ouais. Donc, on a beaucoup d'enthousiasme. Et une année 2020 qui était très particulière, 2021 très certainement également. Mais nous avons toujours un vrai sourire. C'est des années qui continuent quand même à vous faire développer l'entreprise, en fait. Hein, c'est ça, elle se développe, votre entreprise. Oui, en fait, le groupe se développe. Nous avons 3 enseignes, Academia, Shiva notamment, qui sont des enseignes qui sont fortes et qui sont leaders sur des métiers qui sont finalement très différents. Mais nous continuons à nous développer parce que nous avons des besoins, il y a des besoins qui sont forts et nous avons constitué dans le temps des images, une image et une excellence opérationnelle qui est effectivement très très forte. Ouais. Alors, se développer, c'est aussi une façon, la croissance, l'ambition, c'est aussi une façon de garder le sourire et d'avoir envie, en fait, tout simplement. Parce que si on se concentre uniquement sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, sur les difficultés, sur est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on est fermé, enfin, mais c'est terrible. Psychologiquement, c'est absolument épouvantable. Moi, le matin, quand on arrive au bureau, avec mes collaborateurs, avec mes partenaires, en fait, on parle du développement, on parle de conviction et on parle de ce qui nous fait avancer, de ce qui nous fait rêver. Et c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. Et on peut le faire encore. Oui. Alors vous avez développé tout un réseau de franchisés qui est développé sur le territoire français. Comment est-ce que vous maintenez leur confiance et leur engagement finalement malgré effectivement la période qui est un peu compliquée ? Alors, il y a plusieurs façons. D'abord, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Je vais vous dire ce que nous avons fait, nous, chez Shiva. La première chose, d'abord, c'est que dans la période de mars, c'était très difficile. Ouais. Très difficile parce que tout s'est arrêté. Donc, la première règle a été de constituer, d'abord, à sauver l'activité. Et sauver l'activité dans cette activité consistait à pouvoir payer tout le monde. Donc, on a mis en place des solutions de chômage partiel très vite pour lesquelles on n'était pas éligible. Et on a rassuré tout le monde en 15 jours de temps. Donc, déjà, ça a amené un vrai sourire. Après, on a mobilisé tous nos clients, tous nos intervenants, tous nos partenaires. Et puis, on les a mobilisés autour d'un projet généreux. On s'est dit, écoutez, on va solliciter tout le monde et on va accompagner les hôpitaux de France. Donc, on les a accompagnés, on a levé près d'1 million d'euros qu'on a été heureux d'offrir. Donc, si vous voulez, ça déjà, ça maintenait tout le monde dans une dynamique positive. Et puis ensuite, pendant ce temps-là, moi j'ai tenu un discours d'enthousiasme en disant, bon, dans tout problème, il y a une opportunité. L'opportunité, c'est de continuer à prendre des parts de marché. Et les parts de marché, c'est d'ouvrir, c'est de se rapprocher des clients, c'est de développer l'excellence opérationnelle. Pendant cette période-là, je crois qu'on a ouvert environ 50 établissements. Ah oui. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, non, bravo. C'est pas rien, c'est pas forcément facile, mais en fait on l'a réalisé et ça a bien fonctionné. Voilà, et on est cet esprit d'entreprise et nous porte tous. Ouais. Et c'est quoi vos perspectives du coup ? C'est de continuer à développer justement comme vous êtes en train de le faire, Shiva par exemple, pour 2021 ? Dans la vie d'entreprise, il y a quand même 2 piliers. Il y a la croissance et puis il y a la rentabilité. Alors, il ne faut pas oublier la rentabilité, mais la rentabilité, elle vient lorsque globalement le modèle économique est bien conçu. Qu'on soit chez Academia ou chez Shiva, nos modèles économiques sont pertinents et performants. Après, dans cette période-là, je pense qu'il est vraiment important de continuer à poursuivre son développement, de ne pas s'arrêter, de ne pas se retourner sur ses problèmes, de tirer profit de cette période-là, pour se rapprocher de nos clients. Alors, chez Academia, ce sont des nouvelles technologies d'enseignement à distance, donc ça a été plutôt très probant. Ouais. Chez Shiva, c'est un autre métier, naturellement. Ce sont les ouvertures d'agences qui nous rapprochent de nos clients que nous développons. Donc, c'est l'installation territoriale qui aide aussi à tout ça, c'est-à-dire d'être en physique et d'être présent dans le rapport aux autres. Voilà, dans ce métier-là, c'est un élément que je considère comme essentiel. Il y a 250 établissements, donc c'est une grande fierté. 70 000 clients, 10 000 personnes qui travaillent avec nous. C'est énorme. Voilà, donc c'est ce qui nous anime. L'excellence opérationnelle nous plaît en fait. C'est bien dans cet excellent. Et alors j'ai relevé vos maîtres mots, sourire et générosité. Finalement, c'est ça qui fait que vous sortez du lot. Je ne sais pas si on sort du lot. Je ne sais pas si on en sort du lot, mais je crois qu'effectivement, ça part pas si on n'a pas l'envie, si on n'est pas généreux, si on n'a pas envie, tout simplement, on ne peut pas rêver. Je ne vois pas comment on peut réussir. En fait, la vie entrepreneuriale, c'est
véritablement un bon modèle économique. Donc ça, c'est la période dans laquelle on réfléchit, dans laquelle on pense, dans laquelle on se... Voilà, il faut se poser, il faut que ça marche. Si ça marche pas, ça sert à rien. Et puis une fois qu'on sait que ça marche, après ça part du cœur et ça part des tripes. Merci Maxime Ayache. Pardon, Quentin Cabanis, on en est où du match de rugby ? Eh ben, c'est un match décisif en tout cas en vue du maintien qui se dispute en ce moment. Un match en retard de la 12e journée. Et ça se complique un petit peu, Cyril Masson, pour les Castrés qui sont réduits à 14. Ça devient une habitude pour l'équipe castraise. Oui, avec le deuxième carton jaune de cette partie reçu par le numéro 8, Mahama Vaipoulou, numéro 8 castré, Castres à 14 pour terminer cette rencontre. Les Bayonnais qui reviennent au score en inscrivant un essai, 24 pour le Castres Olympique, 14 pour l'Aviron Bayonnais. Il reste 20 minutes dans cette partie. Voilà, donc 20 minutes à suspense dans ce fin de match, Judith. Merci Maxime Ayache de votre venue dans nos studios. Merci Judith. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Il est 19h30 et vous êtes bien sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai. C'est excellent ce soir, en compagnie de la productrice Polyforme, Marie Drucker, et du PDG de Mauboussin, un dirigeant avec une vision à part. J'ai nommé Alain Neymarck. Bonsoir Alain Neymarck et bienvenue. Bonsoir Judith. Alors, contrairement à Marie Drucker ici présente, rien ne vous destinait, Alain Neymarck, particulièrement à travailler dans le monde de la joaillerie. Vous, l'enfant d'Asnières, passe pourtant de marxiste à 18 ans, je tiens à le dire, c'est important, à un diplôme d'HEC 6 ans après. Et puis avant Mauboussin, vous avez dirigé de grandes maisons comme Yves Saint Laurent ou Kenzo. J'ai envie de dire, mais quelle mouche vous a piqué, Alain Neymarck ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de chemin comme ça, tout d'un coup ? En fait, j'ai mis 25 ans pour franchir les 7 km qui me séparaient de la place des Bourguignons à Asnières à la place Vendôme. J'ai pas été extrêmement vite. Je suis extrêmement reconnaissant à mes parents dans la France de l'après-guerre, de m'avoir fait comprendre qu'il fallait savoir garder ses rêves et tenter de les réaliser. Bien sûr. Que l'amour était le principal élément du lien social, qu'on n'avait pas le droit d'oublier, mais qu'on avait besoin de comprendre la communauté dans laquelle on était et quelque part de s'y assimiler. Et que le seul moyen d'y arriver, c'était quelque part de bénéficier de l'école républicaine parce qu'elle nous permettait d'arriver. Le reste du parcours, alors... J'ai pas fait HEC, mais j'ai été prof à HEC. Ah, pourquoi? Non, j'ai fait Subdeco, parce que je l'avais raté. D'accord. Voilà. C'est et bien puis, aussi, vous avez été prof à HEC derrière, c'est sympa. Voilà, enfin bon. Et, ça va dans le parcours. Et puis ensuite, en fait, c'est une suite d'opportunités dans ce parcours qu'a rendu possible l'école. En fait, j'ai saisi les opportunités, j'ai travaillé, et puis, en fait, j'ai rebondi à chaque fois que j'ai eu l'occasion de vivre une nouvelle expérience, en étant finalement pas si éloigné des idées que j'avais au départ, c'est-à-dire en partant du principe que la réussite dans cette société française de la deuxième partie du XXe siècle et du début du XXIe, mais d'abord de la deuxième partie du XXe siècle, cette société elle était guidée par le besoin de réaliser ses rêves. Oui. Et j'arrive tout naturellement à la joaillerie parce que réaliser ses rêves, c'est véritablement ça, le luxe. Et ce rêve, il doit être possible pour tout le monde. Il n'est pas acceptable que le luxe soit réservé à une micro-partie de la société. Bien sûr. Qui en plus trouve que dans l'isolement, il y a quelque part du plaisir, alors que je pense que s'isoler, c'est un élément de névrose. Et moi, je pars du principe que réaliser son rêve, c'est presque la liberté républicaine qu'on doit revendiquer. Et c'est ce qui vous a motivé finalement, parce que moi j'avais parlé de démocratisation de la joaillerie, mais vous avez dit un truc beaucoup plus joli, vous avez parlé de féminisation de la joaillerie tout à l'heure. Est-ce que donc cette volonté justement de partage, d'amour, etc., c'est pour ça aussi que vous avez fait évoluer complètement en disruptif l'image et la marque elle-même que vous représentez aujourd'hui, Mauboussin? La joaillerie en 2002, la joaillerie, quand j'arrive, la joaillerie de la place Vendôme, finalement c'est quoi? C'est un métier où on vend de magnifiques parures, de magnifiques bijoux, qui sont des trophées, qu'on vend le plus souvent à des hommes, qui l'offrent à des femmes, peut-être à d'autres trophées d'ailleurs, et qui sont les témoins, les témoins de sa propre puissance. Moi je pense qu'il faut tourner cette page-là, parce que j'ai passé d'abord 15 ans dans la mode juste avant,
que les femmes y ont pris petit à petit le pouvoir au moins de choisir ce qu'elles allaient pouvoir porter, et qu'il n'y a aucune raison dans ma tête qu'elles ne vivent pas la même expérience en joaillerie. Et pour ça, il faut changer. Donc quand vous parlez de féminisation, vous parlez de libération de la femme, en fait, c'est ça? Je parle de la libéralisation du choix. Du choix. Du choix des femmes. Je dis au fond, qu'est-ce qu'un bijou? Un bijou, c'est presque une seconde peau. Oui. C'est un élément de votre identité. Et cette identité, vous avez le droit de revendiquer celle que vous avez envie de voir en cohérence avec vous-même. Donc je suis sûr que les femmes me suivront en 2002, qu'elles vont venir vers moi, pour autant qu'en fait j'apporte dans ce métier une création comparable à celle qui existe dans le monde de la mode, c'est-à-dire une création renouvelée. Et si aujourd'hui Mauboussin sort des nouveaux bijoux ou des nouvelles montres toutes les 6 semaines... Ah oui, toutes les 6 semaines. Oui, c'est un rythme normal dans la mode. C'est un rythme... Ce qui n'est pas le cas dans la joaillerie du tout. Ça l'est pas, et à l'époque, c'est ça le début de la féminisation, c'est-à-dire d'apporter de l'occsigène. Et puis en apportant de l'oxygène, c'est aussi d'apporter des prix qui soient accessibles, qui soient abordables, bien sûr, qui soient abordables, qui fassent que ce une femme métier... puisse aller s'acheter un bijou elle-même. Exactement, c'est la proximité. Au fond, apporter des prix raisonnables, c'est gérer une certaine forme de générosité. La générosité pour un créateur, c'est d'apporter sa création au plus grand nombre, et sûrement pas de la limiter à une cible extraordinairement limitée de tycoon. Rempli de rêves impossibles. C'est quelques de beaux mots ce soir. Marie Drucker, est-ce que vous pensez qu'il faut être disruptif avec son temps et qu'il faut se réinventer? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué parce que moi je suis toujours nostalgique des époques que j'ai pas connues. Donc non, mais c'est très intéressant parce que au fond j'ai le sentiment dans tout ce que vous dites, Alain, qu'il y a en creux beaucoup de sujets qui animent la société. Oui. Voilà, c'est un grand féministe, Alain, d'une manière intelligente. Vous êtes un combattant, finalement, un engagé, vous aussi, Alain Desmarques? En fait, je pense que je ne suis peut-être pas, en fait, un féministe. Je suis un représentant de la France d'en bas. C'est-à-dire que si vous voulez... n'empêche pas l'autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le combat des femmes, quand on est au début des années 80, à la fin des années 70, le combat des femmes, c'est le combat de cette France d'en bas, de cette France qui n'a absolument pas accès, ou très peu accès. En fait, pas plus à l'université, pas plus aux belles choses, pas plus au pouvoir, pas plus à l'autonomie. Donc, quand en fait, mon engagement de l'époque est ce qu'il est, il est en réalité naturel qu'il débouche le jour où j'ai la chance de pouvoir faire de la création dans ce domaine, que je destine cette création aux femmes, parce que naturellement, toutes les femmes doivent avoir la possibilité de trouver des objets qui leur conviennent, qui leur plaisent dans les collections que je propose. Et en plus, c'est aussi une révolution sur l'objet, parce que les trophées sont souvent des trophées qu'on est amené à porter dans le cadre d'une vie sociale. C'est un bijou du paraître. En réalité, ce paraître, il ne s'exprime pas que dans les soirées. Et à quoi bon changer de bijou parce que vous passez de votre vie sociale du jour à votre vie sociale du soir? Mais ce qui est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les hommes. Au fond, c'est vrai que le temps n'est plus le même non plus. La manière de vivre l'avant-dîner, par exemple, c'est plus tout à fait la même chose qu'à l'époque, quoi. Donc il y a forcément aussi... on peut aller dîner en streetwear aujourd'hui, entre guillemets. Donc on peut aussi aller dîner en gardant le même bijou que celui qu'on a porté toute la journée, effectivement. Tout à fait. Ça change beaucoup de choses. Puis je ne suis pas sûr que de porter, même pour un homme... Oui, parce que vous faites de la joaillerie pour hommes aussi. Oui, et de l'horlogerie. Et je ne suis pas sûr que de porter tel type de montre à 50 ans soit à ce point-là la marque de la réussite. Donc on n'a pas forcément raté sa vie. Il est venu par ici. On n'a pas forcément raté sa vie. Il est venu par ici, le monsieur qui a dit ça, monsieur Séguéla. Il a un peu changé d'avis depuis, a priori. Je sais, c'est un bon ami. Oui. Mais voilà, donc je pense que beaucoup de choses ont changé entre-temps. Et puis les générations passées, c'est-à-dire que, en fait... Aujourd'hui, j'ai aussi l'impression, quand j'évoque les années 70 à 2000, d'être un témoin d'une autre période. Mais c'est pas inintéressant d'être un témoin quand on traverse
la nouvelle période que nous sommes amenés à vivre depuis 18 mois. On parlait de devoir de mémoire tout à l'heure, Marie Drucker. Finalement, c'est un peu ça qu'il raconte Alain Desmarques. C'est que la période d'avant lui a servi à créer cette nouvelle identité, finalement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est important, justement, de se servir du passé, j'aime bien ce mot-là, comme un phare? Ah bah si, je suis totalement d'accord. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que j'aime l'histoire aussi. Parce que l'histoire, elle éclaire notre monde et notre société contemporaine. C'est-à-dire qu'elle dit ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aime aussi faire des films d'histoire. Et pendant que j'entendais Alain parler, j'ai pensé à un film que je produis en ce moment sur une histoire très particulière de la résistance. Et ce sont des femmes. À la Libération, il y a eu énormément de femmes résistantes. Ils sont retournés à la cuisine. Dont on n'a plus jamais parlé. Et ce sont les hommes résistants à qui on a, qu'on a mis entre guillemets sur le devant de la scène. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Et je pense que quand je disais que vous étiez féministe, c'est un peu ma vision de. Moi, je suis féministe par nature, par éducation, par culture. Je me méfie beaucoup des combats outranciers qui nuisent à la cause qu'ils entendent défendre. Et je pense que la femme, la place de la femme, la liberté de la femme de s'habiller, de porter des bijoux, d'avoir accès, etc. C'est tellement ancré. Peut-être que je me trompe, mais comme on a eu l'occasion de se rencontrer quelques fois, c'est une telle évidence pour Alain que. C'est pour ça qu'en fait, même quand je vous ai dit c'est un féministe, en fait, il comprend presque même pas ce que je veux dire, parce que c'est vrai, c'est tellement ancré en vous. Oui, c'est qu'en fait, ma mère, pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure, ma mère a fini la guerre dans les maquis FTP d'Auvergne. Et c'est clair que mon père, qui rentrait de 5 ans de Stalag d'Allemagne, il y avait des vraies discussions à la maison pour 2 militants à l'époque, qui étaient des militants acharnés. Et la question de l'autonomie pour ma mère par rapport à mon père, c'est une question familiale. Mais disons qu'à l'époque, il y avait un tel besoin de reconstruction, parce qu'en réalité, les familles, il fallait se reconstruire. Il fallait se reconstruire dans le dénuement. Donc au fond, le lien social, c'était de savoir que ce qui pouvait guider l'histoire, c'était le rêve. Et le rêve, c'était d'arriver de l'autre côté du Manche. Mais malgré tout, de regarder la France par en bas, ça permet quand même d'avoir une vision peut-être un peu plus éclairée, des défis. Finalement, Alain Desmarques, vous êtes le digne héritier de vos parents, puisque est-ce que vous pensez que vous avez contribué à cette libération qu'on connaît aujourd'hui, par exemple des femmes, de la parole féminine aussi, etc. Parce qu'en lançant une féminisation, comme vous dites, de la joaillerie, quelque part, vous avez lancé ou contribué à un courant. Ce que je pense, c'est qu'évidemment, la démarche qui était la mienne il y a 15 ans, elle n'est plus uniquement la mienne. Elle a été une démarche globale d'une profession qui a évolué, et c'est heureux. Maintenant, quand vous évoquiez tout à l'heure la pub dans le métro, la pub dans le métro, elle n'était révolutionnaire que pour ceux qui ne le prennent pas. Parce que quand vous avez passé quand vous avez passé une grosse partie de votre vie à prendre le métro, vous voyez bien que les murs, vous regardez quand même ce qu'il y a dessus, et quelque part, vous êtes un peu influencé par la pub que vous y voyez. Au fond, c'est ça l'histoire, c'est que ce que certains pensent être une transgression, ça n'est qu'une autre manière de regarder la société. Donc finalement, il faut, en temps de crise, c'est un peu ce qu'on entendait avec Maxime Maillage tout à l'heure, il faut continuer à investir et à s'investir pour faire perdurer l'image d'une entreprise comme la vôtre, par exemple. Comment est-ce que vous fonctionnez en ce moment, Alain Desmarques ? Je fonctionne beaucoup par Zoom, ça m'inquiète. C'était un outil que je ne connaissais pas il y a 2 ans. Maintenant, je m'en sers. Vous le maîtrisez ? Moi, je suis pas sûr que je le maîtrise. N'empêche que ça vous a donné plein d'idées. Oui, c'est clair, parce que tout à fait, parce que ça me permet d'abord d'avoir une relation quasi hebdomadaire, quelquefois même bi-hebdomadaire, avec l'intégralité de mes équipes en magasin. Ça, c'est quand même, ça veut dire qu'on a 80 magasins en France, et que ces 80 magasins en France, je peux leur parler directement. Mon concept de démocratie directe dans l'entreprise passe par ce dialogue en direct. C'est aussi, c'est certainement critiquable, mais en tous les cas, c'est une première chose. Et puis, en plus, au travers du site internet, ça m'arrive de présenter mes bijoux, mes collections moi-même aux clients. Donc de m'adresser en direct. J'ai animé pendant les 3 mois ou les 2 mois et demi de confinement un jeu sur notre site qui s'appelait La question du jour, où je posais tous les jours une question et où en fait je permettais aux gens de gagner, en même temps on versait la même somme au personnel soignant. Et en fait,
cette nouvelle forme de communication, pour être un substitut de celle que j'adorerais pouvoir revivre demain, elle nous a forcément fait évoluer. Bien sûr. Et demain ne pourra plus être tout à fait la même chose qu'hier, même si on n'était plus en face de la pandémie. Merci Alain Desmarques. Quentin Cabanis, des petites nouvelles du match de rugby Bayonne-Castres qui a gagné. C'est un match qui va être tendu jusqu'à la fin. On est dans les dernières rencontres, dernière minute de la rencontre. Il doit rester moins de 10 minutes maintenant. Cyril Masson. Et quand on s'est quitté, Castres était toujours devant avec 10 points d'avance. Il y avait 24-14. Le Castres Olympique était en infériorité numérique après un carton rouge. Où est-ce qu'on en est, Cyril ? Les Castrés qui viennent de sonner la fin du suspense dans cette partie en inscrivant un essai à l'instant. 29-14, transformation à suivre. Les Castrés qui vont dans les 5 dernières minutes de cette partie tenter de décrocher l'essai du bonus offensif. Voilà, donc ça se passe bien pour le Castres Olympique. Judith qui mène et qui devrait remporter cette partie face à Bayonne. Un match très important en vue du maintien. Merci Quentin. Vous êtes bien sur Sud Radio avec Marie Drucker et Alain Desmarques. Ne bougez pas, on revient. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Il est 19h45 sur Sud Radio et c'est excellent, 46 précisément. Si vous nous rejoignez, vous avez raté beaucoup, mais pas tout. Il nous reste encore un bon quart d'heure ensemble. Avec moi en studio ce soir pour vous, Marie Drucker, la productrice et animatrice qui sait se réinventer, accompagnée du dirigeant engagé aussi à sa manière, le patron du joaillier Mauboussin, Alain Desmarques. Alain Desmarques, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc j'ai remarqué qu'il y a une grande partie de vos créations, moi je dis ça au cas où je lance des messages subliminaux, il y a une grande partie de vos créations qui ont des noms d'amour. Et il y a un bracelet par exemple qui est nommé d'après l'histoire entre Leonard Cohen et Suzanne Versal, c'est ça, je me suis pas trompée. Leonard and Suzanne of the Valley. Qu'est-ce que vous portez vous ? Je porte. Vous le portez justement. D'accord. Il est très joli là. Oui. On peut chanter Suzanne takes you to a place near the river. C'est ça ? Une jolie voix, Marie Drucker. Mais je viens de le découvrir. Alors pourquoi que des noms d'amour comme ça ? Parce qu'il y a presque que ça quand même. Là, en réalité, souvent le bijou est là pour sanctifier l'amour, qui est quand même un élément clé du lien social. Bien sûr. La performance fin d'année de la maison Mauboussin, mais globalement des joailliers, le démontre aussi, puisque ce qu'on a appelé le rebond dans notre métier, ça a été tout à fait considérable. Ça démontre à quel point la première partie de l'année 2020 a été une période de frustration extrêmement importante pour les gens. Oui. Donc le bijou est là pour, quelque part, pour accompagner, sanctifier cette promesse d'amour et ce sentiment extraordinairement clé en fait, du rêve de l'humanité. Donc voilà pourquoi les bijoux s'appellent comme ça. Vous portez des bijoux Mauboussin, Marie Drucker ? Mais non, je comprends pas pourquoi. Voilà, il y a un truc à régler là. Non, mais il faut que d'ici la Saint-Valentin, je jette mon dévolu sur un de vos bijoux. J'adore celui-ci. Je le connaissais pas. Non, mais sur le mauboussin.fr, on peut donc trouver ce bracelet qui est à prix tout à fait abordable. Je tiens à le dire. Donc tout le monde peut se faire plaisir. C'est pour toutes les bourses et ça reste très joli. Comment on fait quand même de l'excellence abordable finalement, Alain Desmarques ? Non, mais ça n'est qu'une question de marge. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est ce que j'ai démontré quand j'ai rapatrié l'intégralité de la fabrication en Europe et en France majoritairement, c'est qu'en fait on a gardé la même compétitivité qu'on avait, et simplement on a opéré avec des marges beaucoup plus raisonnables. Mais parce que tout simplement, il faut que cette création soit à proximité des gens. Donc il faut que les entreprises apprennent à vivre avec un autre équilibre économique qui leur permette de satisfaire davantage de gens en apportant la même excellence, parce que l'excellence est une obligation. C'est beau ça, moi j'adore entendre ça dans cet excellent. Vous avez vu, ça m'a mouché carrément, l'excellence c'est une obligation. Vous faites aussi des bijoux chez Mauboussin qui sont donc pour hommes, on en parlait tout à l'heure. Puis vous avez des égéries très incarnées, peut-être Marie Drucker bientôt, comme c'est votre cas pour vous et votre marque. Il y a par exemple Jean-Marc Mormec qu'on a reçu ici, qu'on aime beaucoup. Comment vous les choisissez ces égéries ? C'est pareil, c'est toujours une histoire d'humanité ? Jean-Marc, c'est un très vieil ami. C'est pas uniquement un très vieil ami, c'est un exemple. C'est un exemple exceptionnel dans cette France d'aujourd'hui. C'est la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a qu'une gestion raisonnable des facteurs qui peuvent être au départ des facteurs de difficulté, mais qu'on est capable de surmonter. Et Jean-Marc le méritait, mais toutes les égéries qui sont en fait venues travailler avec nous sont des égéries qui représentaient l'émotion. Pour moi, c'est très très important. Le passage de l'émotion dans les photos, dans les vidéos que nous faisons, ce passage doit être probant.
Et c'était très très probant avec Jean-Marc, qui ne véhiculait pas la force. Non, j'étais très étonnée d'ailleurs quand je l'ai rencontré, puisque justement c'est un homme qui est plein de douceur et plein de générosité, justement. Donc, en fait, c'est un homme qui véhicule la tranquillité. Oui, c'est ça, force tranquille. On en connaît d'autres. Et c'est important. Oui. C'est important. Marie Drucker, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, quand on écoute Alain Neymarck et ce qu'on entendait tout à l'heure, pour sortir de la crise, s'investir soi dans ce qu'on donne aux autres, la générosité, ce que vous faites dans vos documentaires, ce que fait Alain Neymarck avec sa marque, est-ce que c'est pas finalement ça qui va nous sortir de la crise, s'investir ou investir d'ailleurs dans un développement, etc. Je vais faire de la pub pour l'association dont je suis marraine avec Vincent Lindon et Antoine Griezmann, qui s'appelle Un Rien C'est Tout. Oui. D'ailleurs, j'invite les auditeurs de Sud Radio à nous rejoindre sur unriensettout.org. Regardez ce qu'on fait. En fait, on a plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont partenaires. Quand on va sur leur site pour acheter quelque chose, on peut reverser 1 euro supplémentaire. Et nous, ça va à l'enfance, à l'éducation, etc. Exactement. Ça, enfance et éducation, le droit à la dignité, la santé, l'environnement. Et je pense que c'est très très important de s'investir. Je pense à titre personnel, c'est très important que les entreprises prennent leur part aussi. Bon, là on est dans une période très particulière quand on en sortira, parce que j'espère qu'on en sortira quand même un jour. Je pense qu'il va y avoir sur le carreau, enfin ça va être dramatique pour certaines entreprises et puis pour des millions de gens. Mais ce que je disais déjà avant, ce qu'on disait avec Un Rien C'est Tout déjà avant la crise, c'est que les entreprises doivent prendre leur part. Voilà, on ne peut pas continuer à faire... les entreprises font du profit, c'est aussi une part de leur vocation, mais elles doivent aussi prendre leur part. La solidarité, c'est absolument capital par les temps qui courent, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre. En tout cas, bien sûr, c'est très important. Avec votre association, Un Rien C'est Tout, on peut acheter par exemple un produit et on est certain qu'il y a 1 euro de ce qu'on va acheter qui va être reversé directement. C'est 1 euro supplémentaire en fait. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez, je n'en cite que quelques-uns, mais quand vous allez sur le site de la Redoute, Cdiscount, la Fnac, Darty, SNCF, tous ces gens se sont engagés auprès de nous. Ça leur coûte un peu d'argent de mettre en place d'ailleurs ce système. Voilà, donc c'est un investissement, un accompagnement aussi de leur part. Certains nous suivent depuis le début. Alexandre Bompard, aussi bien à la Fnac et aujourd'hui chez Carrefour, il nous suit depuis le début. François-Henri Pinault nous suit depuis le début. À la fin, au moment où vous allez payer, on vous dit est-ce que vous acceptez de reverser 1 euro supplémentaire à Un Rien C'est Tout. Et là, à ce moment-là, je vous engage à dire oui sur la touche verte. Et appuyer sur la bonne touche. Voilà. Alain Neymarck et Marie Drucker, si je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités dans cette émission, puisque c'est quand même une émission qui traite de l'excellence française en expliquant qu'elle n'a pas de barrière, quel que soit le secteur d'où on est issu. C'est pas français, mais c'est pas grave. Alain Neymarck, qu'est-ce que c'est que l'excellence française pour vous ? L'excellence française, c'est plusieurs choses simultanément. C'est d'abord l'excellence de la création. Oui. Et une création qui respecte en fait les règles de l'élégance de notre pays. C'est aussi le respect du travail des artisans français, de ce savoir-faire depuis très longtemps, qui est chez nous et qu'il faut absolument préserver. Et puis l'excellence, c'est aussi l'excellence du discours. Et au-delà de ces 3 excellences, c'est l'excellence des valeurs. C'est-à-dire que une aventure économique sans générosité, sans partage, sans fraternité, sans amour, c'est pas vraiment l'excellence. Quelle belle émission ce soir. Marie Drucker ? Pas mieux. Non, mais je pense que je vais peut-être compléter, parce que je peux pas dire mieux que le savoir-faire, le goût du travail bien fait, des valeurs, évidemment. Je souhaite que chacun se retrouve là-dedans, mais il faut pas le perdre. Voilà. Alors la période est très difficile et compliquée. Et... Est-ce que vous pensez pas que c'est les Français eux-mêmes qui parfois ne se mettent pas à la hauteur où ils devraient être ? Je parle en termes de savoir-faire, justement, etc. Il y a une espèce de culpabilité générale. Alors ça, je ne saurais pas répondre à ça. Je pense qu'on a beaucoup de charme. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de charme, on a beaucoup de valeurs, on a beaucoup de talent. Pas simple, mais d'exprimer tout ça en ce moment. Il y a quand même beaucoup d'artisans, il y a quand même tout un pan de l'économie et d'acteurs de l'économie qui souffrent profondément. Je parle évidemment, ça va de la restauration à la culture.
Bon, j'enfonce une porte ouverte en ce moment et je pense qu'il peut y avoir des conséquences économiques terribles, donc des conséquences humaines terribles. Oui. Mais je ne sais pas, vous parliez de résilience au début de l'émission. Je nous fais confiance, évidemment, pour être résilient. Pour nous sortir de là. Est-ce que ce n'est pas, Alain Némarque, très rapidement, l'exception française aussi, qui est cette laïcité, cette république dont vous parliez tout à l'heure, qui va un peu nous sortir de l'affaire, finalement ? C'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables de transmettre nos valeurs notamment laïques, mais nos valeurs, notre besoin de fraternité, au-delà de notre besoin de respect de notre communauté. C'est-à-dire que, en fait, il faut que la transmission, ça soit de dire aux gens, à tous les citoyens, en fait, la fraternité, ça n'est pas perdre votre particularité. Votre particularité est fondamentale. C'est vrai que plus la conjoncture est dure, plus le monde est difficile, et Dieu sait qu'en ce moment il est compliqué, plus les gens peuvent être poussés au désespoir. Et peut-être que beaucoup d'entre eux se posent la question de l'utilité, en fait, de la notion de la République. Mais c'est à ce moment-là que la République doit se sublimer. C'est là qu'elle va sauver ses enfants. C'est là qu'elle va sauver ses enfants. Et c'est ça le cri d'aujourd'hui. Il faut sauver ses enfants. Si, je vais prendre l'exemple de la culture parce que c'est quelque chose dont je discutais avec ma directrice de Nancy, qui devient maire adjointe de Nancy. Il faut aujourd'hui revaloriser les spectacles de rue. S'il n'y a plus d'autres possibilités d'organiser des spectacles qu'au travers des mairies et des municipalités, il faut le faire. Il faut absolument prendre le relais. On ne peut pas laisser disparaître ce qui est en train de se passer. Merci à tous les deux pour ce très beau partage et cette très belle émission. C'était excellent. Merci beaucoup, Judith. Je rappelle pour tous qu'on peut vous retrouver, Marie Drucker, tous les mardis en deuxième partie de soirée pour Infrarouge sur France 2 et que votre documentaire sur Nicolas Winton, l'homme qui sauva 699 enfants le 26 février prochain à 21h05 sur RMC Découverte. Et si vous me le permettez, j'ajoute même, je retrouve les téléspectateurs de France 2 pour une nouvelle émission à partir du 13 février, tous les samedis à 14h, au bout de l'enquête, la fin du crime parfait. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. Alain Némarque, vous faites de la vente en ligne chez Mauboussin sur mauboussin.fr, c'est ça, en attendant qu'on puisse vous retrouver plus facilement dans les boutiques. Merci à tous les deux, prenez soin de vous. Merci mes chers auditeurs pour votre fidélité, c'est excellent, vous revient dimanche prochain avec de nouveaux destins à découvrir évidemment. Merci à mon équipe, mon réalisateur Quentin Cabanis qui a su prendre le micro ce soir aussi, mon attaché de production Méloane Rock et à Laura au web. C'est excellent est en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux évidemment. Et merci aussi à notre partenaire Maxime Ayache du groupe Domia pour sa belle chronique. Bisous à tous, la semaine prochaine. Merci. C'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair.